Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici l'Europe. 26 millions de chômeurs en Europe, dont plus de 7 millions de jeunes. Pourquoi ? Comment? Nous aurons un débat très animé dans quelques minutes sur ce plateau entre deux députées européennes. Ne manquez pas notre seconde partie d'émission. Notre grand invité est Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre des Belges et l'actuel président des libéraux et démocrates au Parlement européen. Il pousse un coup de gueule pour le respect du droit des citoyens face à une immense affaire d'espionnage américaine sur les institutions de l'UE. Et puis il nous livre aussi sa vision de la crise de l'euro au cours de cette année 2013. Retour en plateau pour parler de la situation de l'emploi en Europe. 26 millions de personnes sont au chômage, dont 7 millions de moins de 25 ans. La situation est particulièrement alarmante en Espagne ou en Grèce, où la moitié de la jeunesse se trouve sans emploi. Les 28 ont d'ailleurs pris les choses en main. Le 3 juillet dernier à Berlin, ils ont manifesté leur accord pour un dispositif d'aide contre le chômage des jeunes. 8 milliards d'euros seront débloqués. Peut-on conclure pour autant que l'Europe est engagée dans la lutte contre le chômage? Les politiques de rigueur budgétaire sont-elles surtout responsables d'un chômage incompressible dans le sud de l'Europe? Quels sont les véritables modèles à suivre? Nous allons poser la question aujourd'hui à nos deux invités. Evelyne Regner, bonjour. Vous êtes socialiste et démocrate, donc députée européenne autrichienne, puisque l'Autriche se vante d'avoir le plus bas taux de chômage des jeunes, 8% à peine. Cristina Guterres Cortines, bonjour, députée européenne, vous, du Parti populaire européen, venue d'Espagne, où la moitié des jeunes sont au chômage. On va essayer d'expliquer d'ailleurs ces divergences. Comment vous analysez ce taux très bas en Autriche de chômage des jeunes? Voilà, il y a une recette assez facile. Il faut intégrer tout le monde qui est sur le marché du travail, c'est-à-dire les entreprises. L'État faut absolument coopérer avec les entreprises, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il est nécessaire sur le marché, qu'est-ce qu'ils veulent les entreprises, quelle sorte de formation, quelle sorte d'apprentissage. Après, un système d'apprentissage très fort en Autriche, oui, très puissant. C'est très fort. C'est-à-dire, bien sûr, il faut soutenir l'éducation à l'université, voilà tout cela, mais aussi faire une sorte de combinaison du système de l'apprentissage. C'est-à-dire, on a besoin des deux, une industrie, des services. Et ça n'est pas mal vu, mal considéré en Autriche, à la différence de certains pays. Qu'est-ce qui ne va pas en Espagne? Pourquoi un tel chômage des jeunes en particulier? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, on a eu une bulle vraiment pour la construction. C'était vraiment un apprentissage, un travail qui n'était pas qualifié. On a beaucoup d'immigration qui restent en Espagne, par exemple de l'Amérique, qui parlent espagnol, qui sont intégrés. Du point de vue social, ils sont intégrés, mais il y a beaucoup de gens pas qualifiés, espagnols et pas espagnols. Et moi aussi, je crois qu'il y a plusieurs problèmes. S'il n'y a pas d'industrie, s'il y a une crise pour le moment de l'entreprise, si on a fermé beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de travail. C'est-à-dire, on peut travailler, mais où? Où est notre poste? C'est pour ça qu'il y a des gens plus qualifiés qui ont immigré. Parce que le problème est où je peux travailler. Alors, et l'État ne peut pas fournir tout le travail. Alors, nous avons pour le moment une crise de la petite entreprise terrible. On n'a pas de crédit. Les PME, vous dites, les PME sont en berne, mais ça, c'est effectivement le tissu de PME en Autriche, en Allemagne est très fort. Hein. Oui. Bon, mais surtout, il a tombé. Alors, on a besoin d'une nouvelle réindustrialisation des pays et du support aux petites entreprises. Et pour le moment, il n'y a pas de crédit. C'est le grand problème, c'est le crédit. Et d'autre part, l'éducation. Moi, je crois qu'il y a une cause en Espagne très dramatique qu'on doit changer. C'est que l'enseignement public, qui en Espagne est 80% c'est public, et on a un grand support de tous les partis politiques, n'est pas flexible. C'est-à-dire qu'il ne s'adapte pas dans beaucoup de sortes de thèmes à les besoins de l'entreprise. Et l'enseignement est très dans les mains des syndicats qui ne veulent pas changer. Alors, un enseignement flexible... Alors, attendez, je vous vois réagir. Non, pardon. Alors, elle réagit. Non, par exemple, quand je parle de changer, je parle d'éliminer l'argent. Je parle d'adapter le contenu de l'enseignement à ce que l'entreprise a besoin.
C'est-à-dire adapter plus le contenu de la naissance. Oui, la flexibilité, en l'occurrence aussi. Pour s'adapter aux besoins des horaires. Alors, par exemple, en Allemagne. Je vous laisse parler, mais après, j'aimerais bien intervenir. C'est pour ça qu'on parle d'adapter les systèmes allemands et autrichiens à notre système pour apprendre d'eux et prendre leur flexibilité qu'ils ont plus proche de l'entreprise. Alors, les gens travaillent une partie à l'école et autre partie à l'entreprise. En Espagne, la relation avec l'entreprise de l'enseignement est pas proche. Alors on doit changer ça. Répondez peut-être sur la flexibilité du travail. Il faut introduire encore plus de flexibilité. Voilà, le système en Autriche, maintenant je parle pour l'Autriche, je connais aussi l'Allemagne, mais ok, je parle pour l'Autriche, fonctionne bien parce qu'il y a vraiment un triangle de relations. Ce sont les entreprises, voilà, les travailleurs, les syndicats, mais aussi en même temps, l'État regarde bien qu'est-ce qu'ils ont besoin, voilà, qu'est-ce qu'ils font en ce qui concerne la formation, l'argent aussi, soutenir. Après, c'est la responsabilité, mais aussi la volonté des syndicats qui sont vraiment des partenaires. Ils parlent à la même hauteur que les entreprises et l'État. Et ils participent à développer les formations de l'apprentissage. Parfait. Et après, c'est l'État. C'est-à-dire, mais si tu n'as pas les triangles, tu dois créer les triangles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'entreprise doit être introduite avec une idée critique et très claire de qu'est-ce que je veux qu'on fasse. C'est-à-dire, l'entreprise doit dire, on ne doit pas étudier ça, ça et ça, on doit changer le contenu de l'enseignement pour que je puisse utiliser ces gens dans mon entreprise. Mais ça n'exclut pas les syndicats, vous dit la socialiste. Mais les syndicats doivent comprendre qu'on doit parler avec l'entreprise, un partenaire, pour voir. Moi, j'étais ministre de la région, de l'éducation, et il y a eu des entreprises qui ont venu et ont dit on a besoin de former les gens, par exemple General Electric. Et on n'a pas réussi à leur donner une place dans l'enseignement public. On a dû y aller à l'enseignement privé pour faire la formation qui avait besoin. Mais la formation, c'est aussi le travail des entreprises. Ce n'est pas seulement le travail des universités ou des institutions publiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de pays qu'il manque. On attend qu'il y ait les jeunes qui ont 25 ans, qui connaissent très bien la vie théorique, mais pas la vie pratique. Ce n'est pas une question de gauche-droite, c'est une question d'intégration dans les triangles. Là, on sent bien quand même les différences gauche-droite. Alors, on progresse quand même pour dire qu'au dernier sommet européen, donc final du mois de juin, et puis le 3 juillet à Berlin, une initiative pour l'emploi des jeunes a été mise en avant, 8 milliards d'euros sur les 2 prochaines années. Est-ce que ça va vraiment changer la donne? On pourrait dire, c'est bon, c'est un progrès dans la bonne direction. Mais je suis honnête, 8 milliards, vous avez dit 7,5 millions de jeunes qui ne trouvent pas de travail. Voilà, les relations sont un peu relatives, mais quand même, c'est bon. Pour commencer, c'est très bon. Et juste aussi pour ajouter, nous, dans le Parlement européen, nous avons vraiment très longtemps hésité pour accepter le budget pour les prochaines années. Et une des raisons, c'était la flexibilité qu'on a besoin aussi pour faire quelque chose contre le chômage des jeunes. C'est-à-dire, il y a une volonté du Parlement européen, une volonté de donc dire... on est largement en dessous, vous dites, en l'occurrence. Mais il faut ajouter. Ça sera pour les régions qui ont 25% de taux de chômage des jeunes, en particulier, évidemment, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et même la France. Mais moi, je crois que ce qui est très important, ce n'est pas seulement l'argent, parce qu'on regarde trop les chiffres de mon point de vue. C'est comment est-ce qu'on va les faire. Parce que si le modèle est bien, et cet argent peut activer, peut être le commencement d'un nouvel modèle dynamisateur. De mon point de vue, ce qui est très important, parce que les États ne payent plus pour ça. C'est maintenant l'Europe qui doit s'engager. Non, mais le modèle, la transmission, les procédures pour arriver à avoir le droit à utiliser cet argent. Et quelles sont les conditions pour qu'il soit pas trop de bureaucratie et en même temps qu'il soit vraiment investi dans le terrain qu'il doit être investi. Ça, je crois que c'est très important. Il y a beaucoup de fois qu'au Parlement, où je suis beaucoup d'années ici, je vois que par exemple, même avec fonds structurels, on a l'argent ici. Mais les procédures, ce n'est pas correct. Alors, les procédures, avec l'accessibilité, moins de bureaucratie, simplifier les procédures, et en même temps, que l'argent puisse être un peu une sémence pour qu'il puisse avoir aussi plus d'investissements privés.
C'est-à-dire on doit dynamiser la petite industrie, dynamiser la petite entreprise, en l'aidant à trouver travail pour les jeunes et pas pour les jeunes seulement. Alors pas trop de bureaucratie, aller plus vite, l'Europe un peu trop lente sur le domaine du chômage. On va sortir un tout petit peu de la zone euro où on est là pour l'instant ancré pour aller voir ce qui se passe en Roumanie qui est entrée, elle, dans le club européen en 2007, n'est toujours pas dans la zone euro, mais avec un gouvernement social-démocrate de Victor Ponta, a mis en place une politique d'austérité très rigoriste qui se traduit par des licenciements massifs dans la fonction publique. Effectivement, ce ex-pays communiste voit souvent sa jeunesse émigrer pour échapper au chômage et pour dénoncer ces coupes budgétaires. Vous allez voir que certains ont recours à des moyens de pression, des méthodes un peu radicales, comme nous le montre notre correspondant Mirel Bran. Préfecture de Ploiești, ville pétrolière située au sud de la Roumanie. L'ambiance est bien animée. Tous les jours, un groupe d'employés de l'Institut de recherche pétrolière se rend ici, devant l'entrée principale, pour crier leur désespoir. Ils n'ont pas reçu leur salaire depuis octobre 2010. Leur décision est extrême. Ils demandent à être euthanasiés. Certains sont tellement désespérés qu'ils ont eu recours à l'euthanasie. Cette demande d'euthanasie est adressée aux autorités au plus haut niveau et elle est signée par 33 personnes. La Roumanie a mis en œuvre une des politiques d'austérité les plus dures en Europe. Depuis 2010, plus de 200 000 fonctionnaires publics ont été licenciés. Malgré les manifestations contre les mesures du gouvernement, cette politique continue en Roumanie. Le ras-le-bol a atteint ses limites. À Ploiești, on embarrasse les autorités avec cette demande peu commune, l'euthanasie. Nous faisons partie de la communauté européenne. Nous sommes au bout du rouleau, au point de demander nous-mêmes à être euthanasiés. C'est douloureux. Nous sommes désespérés. Radu Panaita travaille dans la recherche pétrolière une trentaine d'années. Son épouse, elle aussi, a travaillé pour le même institut de recherche. Aujourd'hui, il ne leur reste que quelques poules et le sentiment d'avoir été abandonnés. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Nous ne faisons pas cette action pour faire du spectacle. Je garantis que je vais aller jusqu'au bout. Jadis fleuron des exploitations pétrolières en Roumanie, la ville de Ploiești doit s'adapter à une nouvelle réalité, celle du chômage et d'une crise qui n'en finit plus. Là, le chômage, on voit bien qu'il vient des licenciements massifs dans la fonction publique. Hein, c'est pas un effet brusque de manque d'éducation ou quoi que ce soit, c'est vraiment aussi les cures d'austérité imposées, y compris hors de la zone euro. C'est ça, absolument. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de biaiser le débat? Est-ce que la chancelière Angela Merkel n'est pas en train d'essayer de nous faire regarder le chômage des jeunes et de nous parler de système éducatif? Mais alors que le problème, c'est sa politique d'austérité. Non, mais qui va donner l'argent, qui va prêter l'argent à la Roumanie? Le problème, c'est que l'État veut avoir de l'argent, mais si tu dois payer 6%, 5%, 50%, après 400% d'intérêt... Sur les marchés. L'État ne peut pas. Le problème est que les marchés, de l'argent est aussi pour l'État. Oui, mais ça, c'est le problème. Que tout le monde, qu'il n'y a personne qui investit. Quand c'est l'État qui n'investit pas, les entreprises qui ont des problèmes de recevoir de l'argent. Bien cette probléme en voilà, Espagne. Qu'est-ce qu'on pense? En même temps, il faut au moins un des acteurs qui donne des investissements. Encore, je donne l'exemple qu'on a fait en Autriche. Voilà, nous ne sommes pas sur les nuages. Après le crash de Lehman, aussi, le chômage était d'un moment à l'autre très, très haut. D'un moment à l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, avec les jeunes, parce qu'on parle maintenant avec les jeunes, on a dit, OK, c'est le moment de dire, OK, c'est le moment que c'est l'État qui investissent pour un petit peu améliorer la situation. Quelle est la prime des risques de l'Autriche? Voilà, Combien on parle de la prime des risques des marchés de l'Autriche? Parce que c'est son triple A, c'est ça que vous voulez dire. Oui, mais ce moment-là, mais je vous assure, ce moment-là, c'était aussi, voilà, on a très vite réagi, c'est ça. Non. Mais ce moment-là, c'était très dangereux parce que les banques en Autriche ont beaucoup investi dans les pays de l'Est, dans les pays centraux. Et là, c'était plus ou moins la même chose, plusieurs semaines, plusieurs mois. Au niveau de la zone euro, est-ce qu'Angela Merkel n'est pas en train de dire on va s'occuper du chômage des jeunes, mais en gros, elle oblige quand même tous les pays du Sud à une cure d'austérité qui produit du chômage structurel. Mais c'est idéalisme, penser que l'État peut mettre 3 générations
pour payer la dette qu'on est en train de créer aujourd'hui. Il y a une responsabilité. La parole sustainabilité, je crois que c'est pour la gauche et pour la droite. On doit veiller pour le futur du pays. Alors, les problèmes vraiment, c'est qu'on n'a pas mis les solutions quand on a dû le faire 5 ans, 6 ans avant, pour prévoir tout ce qui s'est passé, mais on ne peut pas endetter l'État à tel point qu'après, on ne peut pas même ouvrir les écoles, ouvrir les hôpitaux. Vous donnez raison à Angela Merkel. Est-ce que vous vous dites que le modèle de la cure de rigueur, c'est finalement un chômage massif et on assume, et l'Allemagne assume ça. D'ailleurs, ça l'arrange peut-être puisqu'elle a besoin de travailleurs pas chers. Pas du mais on doit parler de Roumanie aussi. Même Angela Merkel, même elle regarde très bien qu'est-ce qu'il passe. Les Allemands sont les champions des exports. Et maintenant, ils voient très bien, voilà, qu'est-ce qui se passe. Voilà, ici, dans le marché intérieur, il manque des gens qui achètent les produits qui sont produits en Allemagne. Et pour ça, les recettes sont complètement fausses et il faut investir maintenant. Et il faut vraiment, encore une fois, je dis, en Autriche, on a doublé la monnaie pour les jeunes, ce moment-là, qui était le moment de crise aussi en Autriche, et le résultat, c'était très facile de parler quand on est un peu riche. Non, mais c'était voilà, on n'était pas riche. Qu'on est dans la garantie qu'on peut se réveiller le matin avec la bouffe. On est une zone riche quand même en Europe. Merci. Non, mais c'est riche justement parce que ça marche intégré. Voilà les syndicats, les entreprises et l'État. Que ce n'est pas toujours l'État qui dit « OK, on explique vous ce qu'il faut faire et on laisse les jeunes à côté. Bon, on a intégré les jeunes et pour ça, ça marche. On arrive à la fin de ce débat, malheureusement, que je vois bien que vous auriez continué sur 17 nouvelles minutes, mais c'est la fin. En revanche, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'Allemagne avec notre prochain invité, avec qui on va parler d'emploi et d'autres sujets tout de suite, juste après la pause.